Dans ce contexte politique pas totalement stabilisé, de plus en plus de familles se posent la question de la transmission anticipée de leur patrimoine. En gros, avec la crainte d'un possible renforcement de la fiscalité. Dans les mois à venir, avec le budget 2025, dont on attend de savoir à quelle sauce on sera mangé, certains envisagent de procéder à des donations. On parle de donations aujourd'hui pour alléger leurs charges fiscales futures, donc à venir. Est-ce que c'est judicieux comme ça d'anticiper les choses dès maintenant et de procéder à des donations? On voit ça avec vous, maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Pourquoi est-ce qu'il est conseillé de procéder à des donations déjà dans l'absolu de son vivant plutôt que d'attendre d'avoir cadené? Vous avez deux raisons. Première raison, c'est peut-être une raison non juridique ou non fiscale. C'est la paix des familles, c'est quand vous avez plusieurs enfants, plusieurs héritiers. C'est mieux d'organiser vous-même de votre vivant plutôt que de laisser les enfants se débrouiller entre eux, si je puis dire, post-décès. On voit bien ce qui se passe quand c'est pas bien organisé. Même quand c'est organisé, c'est difficile. Donc, alors quand c'est pas organisé, c'est terrible. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est parce que quand vous donnez, vous avez la conscience et la connaissance de vos actifs et donc de leurs valeurs. Des enfants qui doivent s'occuper d'une succession ont peut-être d'autres sujets que de connaître ou de vérifier la valeur des biens qui sont transmis. Le troisième point, c'est peut-être le fait qu'on allège sa facture fiscale en anticipant. On peut également, quand on donne, payer soi-même les droits de succession en lieu et place des héritiers en cas de décès. C'est pas la même chose, ils vont le prendre sur la quotité, donc c'est pas la même chose du tout. Et donc finalement, vous pouvez bénéficier de l'utilisation du barème, qui est un barème progressif, qui est assez rapide, si je puis dire, puisque dès 15 000 €, vous êtes à un taux de 20%. Et au-delà d'un million 8, vous êtes à 45%. Ça tape. Donc vous avez intérêt à... Sachant que dans d'autres pays, c'est moins que ça. Alors en Italie, c'est 4% en ligne directe, avec une allocation d'1 million de votre vivant et 1 million au moment du décès, par parent et par enfant. En Espagne, en ligne directe, dans la province de Madrid, c'est 0 en cas de succession. Même chose au Luxembourg ou au Portugal, donc il y a une compétition assez forte, et en Suisse également. Beaucoup de pays ont considéré que vous aviez payé suffisamment d'impôts durant votre vie, et donc pas en payer au moment de la succession. Voilà. Bon, pour éviter donc une plus lourde taxation s'il y avait alourdissement de la fiscalité, est-ce qu'il est préférable ou pas de donner progressivement plutôt que d'attendre? Et oui, parce que la réponse est oui. En procédant à des donations régulières tout au long de sa vie, il est possible donc de profiter des abattements fiscaux qui sont mis en place. Ce sont des séquences qui étaient plus courtes autrefois, mais qui s'établissent par période de 15 ans. Si vous prenez votre vie et que vous la divisez par période de 15 ans, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est là aussi, il faut en profiter le plus tôt possible. Et les compteurs sont remis à l'heure à chaque période de 15 ans. Donc étaler les donations, ça permet de bénéficier et de réduire les droits consolidés au final. On ne peut pas payer d'impôts, on ne paye pas de droits là-dessus. C'est quoi, c'est 100 000 € non? Alors en ligne directe, c'est effectivement 100 000 € tous les 15 ans, sans être taxé. C'est un mécanisme qui est avantageux. Il a été plus élevé. Là aussi, c'est des questions dont on pourrait parler. C'est chaque parent qui peut faire ça aussi. C'est chaque parent. Donc chaque parent... Si on part du principe qu'un enfant a 2 parents. Ce qui est en général la norme, mais qu'il faut que les parents soient vivants. Et si on a un ménage qui a 3 enfants, en fait, vous avez 200 000 € par enfant, soit 600 000, qui vous permet tous les 15 ans de transférer sans payer d'impôts. Exactement. Vous avez également la possibilité, la Sarkozette, donc de donner... Ah oui, la Sarkozette. La Sarkozette, ça avait été institué par M. Sarkozy. Pour des personnes qui ont moins de 80 ans, on peut donner un peu plus de 31 865 à ses enfants. Sans impôt. Tous les 15 ans également, on est soumis au même sujet. En ligne directe, on a des taux intéressants, ou plus intéressants dont on peut profiter. En ligne indirecte, c'est-à-dire qu'au-delà du 4e degré, on est à 60%, ça commence à être très cher. Donc il faut aussi s'interroger sur la manière qu'on peut avoir quand on n'a pas d'héritier. Donation de sommes d'argent, mais aussi donation de biens. Voilà, on a une très large gamme. On peut donner des biens immobiliers. On reparlera peut-être tout à l'heure de la résidence principale parce que je pense que c'est un sujet plus particulier et plus sensible. Une résidence secondaire, des investissements locatifs. Vous avez acheté des parts de vignobles, vous avez acheté des FCPI, vous avez acheté ce genre de choses, des bois, des forêts, etc., qui ont un régime fiscal assez favorable parce que le rendement est très faible et que en fait vous subissez les intempéries, donc le rendement est vraiment pas très bon. Et également un sujet qui est plus sensible, c'est comment anticiper la transmission des entreprises, en voulant souhaiter identifier les repreneurs, des enfants. On utilise ce qu'on appelle le pacte Dutreil, qui permet de réduire la base taxable de 75%, ce qui n'est vraiment pas neutre, et qui est encore plus intéressant de son vivant.
qu'en cas de décès, et ça permet de maintenir un outil industriel, opérationnel en France de façon satisfaisante. Donner des sommes d'argent, donner de l'immobilier, donner des entreprises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actif? Vous avez un portefeuille de valeurs mobilières, donc des valeurs mobilières, des obligations, des actions, des parts sociales, tout ce qui est compte titre, contrats de capitalisation aussi peuvent être transmis. On peut aussi s'interroger sur les actifs que l'on a accumulés par ailleurs, je pense à des voitures de collection ou des voitures tout simplement, des biens meubles, des meubles meublants, des bijoux également. Des meubles meublants. Le meuble meublant. Et alors on distingue le meuble meublant de celui qui ne le serait pas. Le meublement, c'est sur lequel celui vous êtes assis. Oui. Et on essaie de le distinguer en ça des collections qui sont... Une collection, c'est une certaine nombre de biens qui ont une convergence et qui sont dans des pièces spécialisées, qui ne font pas partie des meubles blancs et qui ne rentrent pas dans cette catégorie. En revanche, pour ce qui est contrat d'épargne, tout ce qui est PEA, PER, là, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas procéder à des donations sur ces sujets. Donc il y a une grande flexibilité dans ce qui est possible, on voit, de donner. Hein. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de vos objectifs patrimoniaux, vous pouvez choisir de transmettre des biens plus ou moins liquides, alors les vôtres et ceux de vos bénéficiaires, de transmettre des objets ou des biens plus ou moins liquides, des actifs plus ou moins liquides, des actifs qui peuvent continuer à engendrer et dégager des revenus pour les bénéficiaires, comme des parts de société ou un investissement immobilier. En plus, vous pouvez donner, par exemple, des parts de société civile ou même des parts d'entreprise, et vous savez que l'enfant ne va pas pouvoir partir avec parce qu'il y a des clauses de sauvegarde pour que n'importe qui ne rentre pas. Et donc, en profitant de cette transmission tous les 15 ans, et je le rappelle, une vie divisée par 15, c'est pas énorme, ça vous permet de bénéficier de ces avantages qui deviennent renouvelables. Bon, comment on limite l'impact de ces donations ? Alors, la stratégie la plus fréquemment utilisée... C'est le démembrement. C'est le démembrement, c'est-à-dire l'usufruit d'un côté, la nue propriété de l'autre. L'usufruit, c'est la capacité que j'ai de percevoir un fruit, un dividende, un revenu ou un loyer, et c'est la capacité que j'ai, pour une maison par exemple, d'habiter cette maison. Ça, c'est ce qui revient à l'usufruit. Sans en avoir la propriété. Voilà. Celui qui peut disposer du bien, c'est le nu propriétaire. C'est-à-dire que lui, il a la possibilité de vendre sa nue propriété, mais là encore, il faut que... Donc cet intérêt fiscal, il réside, on parlera des aspects juridiques, mais cet intérêt fiscal réside dans le fait qu'on va tenir compte de votre table de mortalité qui a été définie par l'article 669 du Code général des impôts, qui vous dit qu'en fonction de l'âge de l'usufruitier, on connaît la complémentarité de la valeur de la nue propriété. Donc quand vous avez moins de 51 ans, eh bien, l'usufruit, c'est 50%, la nue propriété, c'est 50%. Donc, en fait, vous payez 50% de droits d'un bien que vous transmettez, vous en gardez la jouissance, et à votre décès, l'usufruit va s'éteindre, va rejoindre la nue propriété sans droit additionnel. Donc, c'est un système qui est intéressant et qui permet d'anticiper la transmission des biens à des personnes plus jeunes et donc d'en conserver la substance. Si vous achetez un bien, et je ne fais pas de procès à des personnes d'un grand âge, mais quand on vous dit, tiens, j'ai acheté dans une succession un bien à quelqu'un qui avait 98 ans, vous imaginez tout de suite comment était l'appartement. Et donc finalement, l'anticipation de la donation, que ce soit pour les entreprises, quels que soient les actifs, alors on peut toujours tomber sur des nuls qui gaspillent tout, mais dans cette hypothèse-là, vous maintenez les actifs en état, et ça vous permet de conserver de la valeur. Donc cette anticipation, elle est importante. Bon, est-ce qu'il y a des limites ou des inconvénients dans cette stratégie de donation en démembrement ? Alors, on dit souvent que l'usufruit et la nue propriété sont des droits complémentaires. Moi, je dirais plutôt que ce sont des droits qui peuvent être, qui s'opposent, qui sont en fait des droits où il y a une compétition. Si vous êtes usufruitier d'une société, de part de société, vous allez voir du dividende. Si vous êtes nu propriétaire, vous voudriez que ce dividende soit mis en réserve. Donc, il y a une compétition. Donc, il est important dans ces cas-là, pour éviter les frottements et les contraintes, que vous engagiez une convention qui est un modus vivendi qui permette de donner des droits aux uns et aux autres et que ces droits soient connus. Dans l'hypothèse que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, où des familles vous disent « mais nous, on a donné à nos enfants la nue propriété, on est tranquille de l'entreprise », et je dis « mais si vous voulez vendre l'entreprise, comment faites-vous » Eh bien, on la vend, mais si vos nus propriétaires ne veulent pas, vous avez fait une convention avec eux ? Donc, il faut pouvoir conserver un certain nombre de droits et un certain nombre d'initiatives de façon à ce que cette cohabitation usufruitier et nu propriétaire au pluriel, vous avez souvent plusieurs enfants et qui peuvent voir eux des avis divergents, vous permettent de conserver la main. C'est ce qu'on appelle des donations avec charge, en disant que vous pourrez acheter ça ou pas si on revend, etc., etc. Pas uniquement sur l'usufruit nu propriétaire, mais d'une façon générale. Donc, convention d'usufruit nu propriétaire et éventuellement des charges pour que vos enfants n'aillent pas s'acheter une Ferrari pour aller rouler à Copacabana et pour s'amuser en fumant des cigares. Copacabana. Oui, bon. Un peu loin. Pas. Bon, juste, et je repose la question,
parce qu'on a compris comment ça fonctionne, mais est-ce que c'est judicieux ou pas, Jérôme, de dire, voilà, on a peur d'un alourdissement de la fiscalité, notamment pourquoi pas sur les successions, etc. Est-ce que ça vaut le coup maintenant de profiter de tous ces abattements fiscaux avec un risque peut-être qui ne se matérialisera pas? Alors, là, c'est une question de calcul. Si vous voyez que vous êtes au bout de vos 15 ans, vous avez déjà franchi ces 15 ans, c'est le moment de le faire avant la fin de l'année dans tous les cas. Donc vous avez un calcul à réaliser et une analyse à faire, une petite analyse, un petit audit pour voir dans quelle situation vous vous trouvez. Si vous n'avez rien fait, c'est le moment ou jamais. De dire qu'on nous augmentera la règle du jeu des 45%, peut-être pas, mais on peut nous rallonger le délai. On a dit que c'était tous les 15 ans, on peut nous dire que c'est tous les 20 ans. On peut remettre, ce fut 10 ans. Et ce fut un temps, c'était 10 ans, avec 350 000, ce qui était différent. Et vous découpez bien une vie de 10 ans. En fait, vous donnez peu quand vous avez 20 ans, vous commencez à donner quand vous avez 40 ans. Et vous n'allez pas donner à vos dépens pour donner à vos héritiers. Donc, et ça, c'est un sujet qui est comment dire, à analyser. Est-ce que je le fais avant la fin de l'année? Il faut aussi le matérialiser, il faut le considérer éventuellement une augmentation du taux qui serait appliqué en cas de plus-value. Aujourd'hui, on a une flat tax à 30%, et si on vend au-delà d'un certain montant, 1 million par ménage, enfin qu'on a un revenu de référence, on va être taxé à 34% avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Aujourd'hui, dans le régime français, quand vous donnez, vous purgez de la plus-value. Donc il faut vérifier ce qui peut se passer, c'est-à-dire peut-être en avoir aussi sous le pied, ne pas donner forcément tout de suite, parce que si jamais on venait augmenter et que vous décidiez de vendre des titres, vous puissiez utiliser cette possibilité de purger votre plus-value en cas de donation. Et tout ça, il faut l'analyser aujourd'hui. On sait qu'il y aura des augmentations, on nous l'a dit. Augmentation de succession, peut-être pas, mais si on pense qu'il vaut mieux le faire maintenant et l'organiser maintenant, c'est beaucoup mieux. Les conseils signés Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.